Dans le bureau semi-obscur situé sur le quai, ça sent la laine mouillée et la vieille cire. Sur la table, il y a des trousseaux de clés, des sacoches avec des sceaux, des listes où, en face de chaque maison, est soigneusement indiqué à qui elle appartient et quelles dettes sont enregistrées chez l'usurier. Des gens en imperméable traversent la cour et on entend le bruit sourd des coffres qui se referment. L'aube est encore loin, mais les papiers attendent déjà leurs propriétaires. Certains seront emmenés au cachot, d'autres recevront un inventaire, d'autres encore se verront apposer le sceau, scellé au nom de la foi. Il fait froid à l'intérieur et chaque éraflure sur la table semble être une profonde cicatrice. Là où l'on compte habituellement les loyers et le grain, on calcule désormais la vie des autres. À qui appartenait quoi avant la nuit et comment cela s'appellera après. Chers téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue. Écrivez-nous d'où vous nous regardez et si vous avez déjà été confrontés à des histoires où des rumeurs indécentes se révèlent soudainement être un écran commode pour la confiscation de biens. Partagez vos commentaires, cela aide à avoir une vue d'ensemble. Bonne écoute. Nous allons examiner comment, à la cour d'un roi connu pour sa main de fer et son amour des registres précis, s'est mise en place une opération contre un ordre militaire dont les maisons et les coffres couvraient la carte de l'Europe aussi densément que les étals du marché couvrent la place. Dans le mythe, il s'agit d'une purification sacrée des vices secrets, sur le papier, d'une combinaison fiscale et politique où l'embrassement des statuts et autres allusions servent de paravent, tandis que les véritables objectifs se lisent dans les registres du Trésor et les inventaires des confiscations. Pour comprendre pourquoi les rumeurs ont éclaté à ce moment précis, il faut connaître le contexte. La cour royale avait l'habitude de vivre au bord du gouffre. Les guerres avec les couronnes étrangères et les comtés rebelles épuisaient le trésor plus vite que les hôtels des monnaies ne parvenaient à frapper de nouvelles pièces d'argent. Au cours d'une même saison, on modifiait la composition de l'alliage pour essayer d'étirer les réserves. Une autre, on contractait des emprunts en espérant des recettes futures. Les percepteurs de la couronne calculaient combien rapportait le sel, combien rapportait le pont où l'on percevait des droits de passage, combien rapportaient les accises sur le vin, combien rapportaient les amendes. Il était facile d'ajouter à ces recettes les biens d'autrui, surtout s'ils étaient regroupés en réseau, les maisons au carrefour, les cours près des quais, les entrepôts où flottait une odeur de grains torréfiés et de résine. Tout cela appartenait à des hommes vêtus de capes blanches, ornés de croix rouges, à des chevaliers adultes et à des frères serviteurs qui tenaient non seulement une épée, mais aussi un livre de comptes. On les appelait les pauvres chevaliers du temple, mais leur pauvreté concernait les règles et les vêtements, et non la comptabilité. L'ordre détenait des dépôts, transférait de l'argent, nourrissait les garnisons, assurait les caravanes et détenait les clés des coffres de nombreuses maisons nobles. C'est précisément cette ramification qui en faisait une cible facile. Lorsque la cour comprit qu'une nouvelle guerre et un nouvel échec dans la collecte des impôts avaient vidé les caisses, 2 cartes furent posées sur la table du roi. L'une représentait les dettes et les lettres de change en souffrance, l'autre, les possessions de l'ordre. Sur la seconde, tout semblait clair et compréhensible: maisons, cours, rentes, moulins, vignobles, auberges. Il ne manquait qu'une seule chose: l'accès à ces coffres sans raison plus forte que la soif de profit. La raison fut trouvée dans les rumeurs. Le marché aime les chuchotements, et les chuchotements aiment les secrets des autres. Il existait effectivement dans l'ordre des rituels d'initiation, où l'on vérifiait l'obéissance et la loyauté. Parfois, les formes rituelles étaient consignées de manière laconique et succincte. Parfois, elles étaient racontées de mémoire et s'enrichissaient d'allusions. Cela a suffi pour que les cours des villes se mettent à bruisser de conversations sur les rites secrets, les offenses au sanctuaire et les indécences qu'il ne faut pas regarder,
mais qu'il est agréable de raconter. Ces mots fonctionnent comme de la fumée. Les gens sont attirés par le spectacle et le trésor public trouve une raison d'agir. Les arrestations ont commencé tôt, le même matin dans différentes villes. Les listes étaient prêtes à l'avance, les sceaux aussi. Là où les gardes prenaient possession d'une maison, les scribes entraient dès le seuil et consignaient la vie d'autrui dans des tableaux. Dans une colonne, les clés et les sceaux, dans une autre, les parchemins de propriété, dans une troisième, les livres de compte, dans une quatrième, autres objets. Les gens étaient envoyés en garde à vue et les papiers au bureau, où un autre sort les attendait. Les premiers procès-verbaux contenaient des aveux qui semblaient avoir été rédigés à partir d'un modèle. La même répartition des phrases, la même séquence de chute et de repentir. Cela ne ressemble pas à un discours vivant, mais plutôt à une matrice que le scribe adapte à un cadre. La méthode utilisée pour obtenir ces aveux était connue à l'époque et a laissé des traces profondes sur les corps des hommes adultes. La torture, en tant que procédure autorisée, faisait partie des outils d'enquête, et nous le constatons comme un fait social sans dramatisation. Là où les aveux étaient recueillis rapidement, les formules se répétaient à la lettre, ce qui est particulièrement visible au regard des différences entre les habitudes locales en matière d'écriture. Plus les accusations obscènes étaient fortes, plus les inventaires des biens étaient précis. Les registres du trésor public consignaient les cours, les escaliers, les entrepôts de sel, les concessions sur les ponts, les rentes des vignobles, les billets à ordre et les dépôts d'autrui. Le trésor, habitué à des chiffres obsolètes, se retrouvait soudainement avec des actifs cohérents et des flux clairs. Là où l'ordre détenait des centres de transfert d'argent, la couronne obtenait un levier pour faire pression sur les débiteurs. Là où l'ordre enregistrait les places de marché, le Conseil pouvait réorganiser les collecteurs. La logique politique transparaît clairement à travers les formules religieuses. Tout membre de la Cour connaît la valeur du mot « purification » lorsqu'il s'agit de remplir les coffres du trésor public. La foule réclamait du spectacle et certaines places de la ville bourdonnaient comme avant l'incendie. Les rumeurs ont besoin de sang et les gens, regardant les portes closes des temples, imaginaient des secrets qu'ils n'avaient jamais vus. Mais les statuts municipaux, en particulier là où les guildes commerciales tenaient le conseil, réussissaient à mettre des bâtons dans les roues contre les preuves corporelles interdites en public. Le médecin de la mairie et les sages-femmes jouaient un rôle différent dans ces affaires. Ils rédigeaient un « état des lieux » que la loi interdisait de considérer comme une preuve. Cela ne calmait pas toujours les ardeurs, mais cela ramenait la procédure à la raison, ramenait la conversation aux listes et aux sceaux. Même lorsque l'enquête aboutissait à des aveux obtenus sous la douleur, le greffier était tenu d'ajouter l'inventaire au bas de la page. Et plus les inventaires étaient non minutieux, plus il devenait évident que la rhétorique morale retentissante servait à couvrir une simple opération administrative de changement de propriétaire. À cette époque, la Cour travaillait sur deux fronts, religieux et financiers. D'une part, elle gonflait le thème des sanctuaires outragés afin que les moralistes maigres deviennent les alliés du fisc. D'autre part, ils ont élaboré des feuilles de route pour la conversion des actifs de l'ordre au profit de la couronne, parfois par appropriation directe, parfois par transfert à des personnes de confiance, parfois par remplacement de personnes clés. Sur le papier, cela ressemblait à une série d'actions légales, mais toutes trouvaient leur justification dans le tumulte de la foule. Le mot grossier « confiscation » était remplacé par le terme plus mélodieux « purification ». Et là où les statuts municipaux exigèrent des preuves, on déposait sur la table des aveux bruissants, formulés de manière identique et construits de telle sorte que le juge ait l'apparence d'un motif valable. Même ceux qui préféraient la loyauté silencieuse ne pouvaient manquer de voir la différence entre la façon dont les mots avaient changé en une nuit et la rapidité avec laquelle les coffres avaient été vidés.
Cela n'annule pas les conflits religieux réels de l'époque et n'annule pas le fait que les abus de pouvoir étaient monnaie courante partout où des personnes étaient prises pour la cause. Nous le notons sobrement. Privation de liberté, pression, humiliation, comme un préjudice social qui portait atteinte à la santé et à l'honneur d'hommes adultes. Mais c'est précisément cette sobriété qui aide à respecter le document. Là où le procès devait rechercher des faits, il se contentait de formules, et là où des preuves étaient nécessaires, elles étaient remplacées par des récits de secrets. Cette substitution est particulièrement visible lorsque l'on compare deux séries de documents, les aveux et les inventaires. Les premiers sont monotones, les seconds riches et détaillés. Les premiers prennent effet immédiatement. Les seconds rapportent des revenus à long terme. La deuxième vague de détention a été préparée avec une minutie digne d'un hôtel des monnaies. Des listes secrètes, dressées par les membres de la chancellerie royale, ont été distribuées au bailliage et au sénéchaussée, et à l'aube, à la même heure, les portes des maisons de l'ordre ne s'ouvraient plus avec des clés, mais avec des pièdes de biche. Dans les chroniques de différentes villes, cette date coïncide, comme des entailles sur un poteau, le 13 octobre 1307. Les frères adultes étaient réveillés par les bottes des gardes, et en bas, dans le réfectoire, on installait déjà des bacs à sable pour saupoudrer l'encre et on disposait les registres. À partir de ce matin-là, le mythe de la débauche secrète alimenta définitivement la machine à inventorier et chaque procès-verbal suivait le même schéma. Aveu avec une succession stéréotypée de péchés, puis énumération froide des biens, des chevaux aux droits de moulin. Là où les témoignages faisaient défaut, on trouvait un ensemble d'indices, et là où des preuves étaient nécessaires, on les remplaçait par des formules opaques. On ne cherchait même pas à dissimuler la différence entre la rhétorique sur papier et les avantages tangibles. Les coffres allaient dans les réserves du trésor public, les livres de compte au bureau du trésorier, les clés dans des liasses marquées à la cire du nouveau propriétaire. Le besoin d'argent de la couronne n'était un secret pour personne, même pour ceux qui ne savaient les pas lire. La modification du titre des pièces, les retards de paiement des garnisons, les plaintes des villes concernant les prélèvements extraordinaires, tout cela était au premier plan. À cette époque, l'ordre possédait non seulement des cours et des champs, mais aussi des crédits de la couronne. Ces lettres, qui servaient à la correspondance entre les foires, permettaient d'effectuer d'importants transferts sans risque pour les liquidités. C'est pourquoi, dans le même paquet que les lettres confessionnelles, la chancellerie recevait des reconnaissances de dettes, des enregistrements de gages et de la correspondance avec les usuriers. On y voyait clairement le nerf de l'opération. La confiscation, comme moyen de réduire à néant les obligations et de s'emparer du réseau financier, en le dissimulant sous un langage religieux plutôt que commercial. Cela n'annule pas la ferveur religieuse de l'époque et n'atténue pas la gravité des abus de pouvoir qui accompagnaient les interrogatoires d'hommes adultes. Nous le constatons froidement. Comme un préjudice social, nous relisons les certificats médicaux, décrivant l'épuisement et les blessures, et nous comprenons le prix des repentirs stéréotypés dont l'écriture ne correspond pas au langage vivant. Dans les villes où l'autonomie des marchands était forte, on s'efforçait d'orienter le processus vers une voie juridique. Là où les statuts des guildes et les chartes communautaires avaient réussi à interdire les preuves corporelles humiliantes, chaque demande de purification se heurtait à une liste gravée sur une planche. Témoin du fait, objet, lieu, heure. Le médecin de la mairie et les sages-femmes laissaient une partie importante comme description de l'état, qui ne pouvait servir de preuve. La foule exigeait du spectacle, mais l'ordre municipal, formé aux conflits commerciaux, répondait en posant sur la table des clés, des sceaux et des parchemins. Ce fossé entre le bruit moralisateur et la froideur inventoriée est particulièrement visible dans les procès-verbaux, où les aveux identiques sont suivis d'une liste très riche d'actifs: entrepôts de sel, auberges sur les grandes routes, vignobles,
droit de percevoir des droits de pont, part dans les revenus des foires. Le trésor se remplissait comme un réservoir percé, mais le papier s'obstinait à appeler cela purification. À cette époque, la curie papale se trouvait dans une situation délicate. D'une part, l'ordre était soumis au trône des apôtres, et donc toute destruction précipitée de celui-ci sans procédure ecclésiastique menaçait l'autorité du Saint-Siège. D'autre part, la puissance du pouvoir royal et le soutien des villes, lassées de l'autonomie patrimoniale étrangère dans leurs murs, exigeaient un compromis. Les commissions créées pour enquêter demandaient des preuves des rites hérétiques et se heurtaient à chaque fois à la faiblesse des preuves. Les aveux obtenus sous la contrainte se résumaient à des formulations identiques, les témoins disparaissaient, les objets qui auraient servi à offenser n'étaient pas présentés. Dans ce contexte, le poids des inventaires augmentait. Ils étaient précis, datés, certifiés par des notaires locaux, et c'était eux, et non les rituels purificateurs, qui produisaient un effet visible. Si le mythe exigeait du sang et une scène publique, le document exigeait des montants précis et des cachets, et c'était le document qui l'emportait. La logique financière faisait le reste. Les maisons confisquées trouvaient rapidement de nouveaux propriétaires, agents royaux, vassaux dévoués, corporations municipales. Les dettes envers l'ordre étaient annulées ou renégociées à de nouvelles conditions. Les réseaux de redistribution des liquidités et des dépôts passaient sous le contrôle de la couronne ou des banques alliées. De l'intérieur, cela ressemblait au rythme saccadé du cardiogramme de la ville. Là où hier se trouvait un linceul blanc à la porte, aujourd'hui est accroché un tableau du trésor avec les nouveaux tarifs. Là où hier se tenaient les frères de l'ordre, aujourd'hui se tient un sergent royal. La foule, qui exigeait encore récemment des signes de purification, s'est rapidement mise à se plaindre du prix du sel ou des nouveaux impôts, ce qui signifie que l'objectif de l'opération était atteint. Le bruit avait changé de registre et le palais avait désormais davantage de moyens d'action. Une fois qu'elle a procédé à une arrestation importante, la machine étatique commence à en calibrer les conséquences. Le scandale autour des interrogatoires a laissé des traces, trop d'aveux identiques, trop de plaintes pour pression, une dépendance trop évidente du résultat par rapport à une technique qui n'est pas vérifiable. Pour combler cette faille, des normes que nous avons rencontrées dans les statuts municipaux se sont lentement imposées dans la pratique juridique. Limitation des preuves corporelles, conditions strictes d'autorisation de la torture, uniquement en cas de soupçon sérieux et avec l'accord du tribunal, priorité des preuves matérielles sur l'ensemble des indices moraux. Dans les chancelleries, cela a été consigné de manière ennuyeuse et précise, en énumérant les conditions dans lesquelles la description de l'état d'un adulte n'est qu'un document médical et non la clé d'un verdict, en rappelant que sans objet et sans deux témoins du fait, le procès ne doit pas aboutir à une condamnation. L'influence de ces formules sur l'avenir est difficile à surestimer. Là où le corps cesse d'être considéré comme une preuve, le mythe perd tout son sens. L'opération contre l'ordre est devenue le sujet de récits de table dans lesquels l'embrassement des statues et autres allusions rituelles ont pris l'ampleur d'une cause principale. Mais l'écriture régulière des registres d'inventaire prouve silencieusement le contraire. Il n'y a pas de passion dans ces livres, les chiffres et les objets y sont traduits dans le langage des droits de propriété. On y voit la racine du problème, un trésor vide, un réseau d'actifs pratiques, du bruit pour se justifier. Dans certaines villes, on a tenté d'adapter le processus à la légalité autant que le permettait la crainte du trône. On exigeait des actes notariés locaux, on vérifiait les cachets, on n'autorisait pas les purges sur la place publique. Cela n'a pas sauvé ceux qui ont été pris, pour l'exemple, et dont les aveux ont pris le poids nécessaire, mais cela a freiné la transformation de l'affaire en un véritable marché. C'est à ce moment-là qu'est né le futur changement. Si l'on ne peut pas arrêter la confiscation,
on peut au moins éliminer de la pratique son soutien le plus dangereux, à savoir la démonstration physique comme preuve. En lisant couche par couche, on voit facilement comment le mythe est devenu une garniture plutôt qu'un plat principal. Les rumeurs sont comme une sauce épicée, les aveux sont comme une assiette jetable, le trésor est comme un couteau et une fourchette utilisée à bon escient. Un détail froid de la vie quotidienne illustre mieux cette perspective que n'importe quelle rhétorique. Dans les listes de biens, à côté des maisons, figurent des moulins, à côté des moulins des ponts, à côté des ponts, le droit de percevoir des droits de douane, et en bas, une mention du nouveau propriétaire. Ainsi, la purification sacrée se transforme en acte comptable et les indécences en un brouillard de travail qui dissimule le remaniement des clés. Dans la partie suivante, nous approfondirons le laboratoire des aveux, où la vérité était façonnée à partir de formules identiques, et nous verrons comment le lieu et la charte de la ville ont parfois perturbé le déroulement du processus, le transférant de l'air chaud de la place à la froideur de la table du tribunal, où le sceau a plus de valeur que les chuchotements, et où une prescription médicale ne remplace pas une preuve. Les salles d'interrogatoire étaient toutes aménagées de la même manière, comme si elles avaient été construites selon les mêmes instructions. Une table basse, un bac à sable pour saupoudrer l'encre, une cruche d'eau, un banc pour le scribe, 2 gardes, sur le mur, une crucifixion et un tableau avec une prière, près de la porte, un coffre pour les affaires, où l'on rangeait les ceintures, les couteaux et les boucles des détenus. C'est ici que naissaient des aveux qui se ressemblaient tous, comme les empreintes d'un même moule. Le scribe commençait par la partie questionnaire, notait l'âge et le statut de l'homme adulte, son appartenance à un ordre, puis couchait sur le papier la séquence de la chute et du repentir, laissant des espaces vides aux endroits nécessaires qui étaient remplis par les formules mêmes pour lesquelles tout cela avait été entrepris. La note du médecin au verso indiquait la faiblesse, les traces de compression et l'incapacité du patient à tenir une conversation prolongée. Les sages-femmes n'étaient pas impliquées ici, ce qui est important en soi. La description de l'état était une partie médicale, pas une preuve. Lorsqu'un aveu coïncide avec un autre jusqu'à la virgule, nous n'avons pas affaire à une confession, mais à un modèle, et ces coïncidences se multipliaient d'interrogatoire en interrogatoire, comme si une règle en fer était posée sur toutes les tables à la fois. Ce mécanisme est visible lorsque l'on compare différents endroits. Dans certains procès-verbaux, on écrivait en latin, dans d'autres, en dialecte, mais partout, les mêmes étapes se répétaient. Les procès-verbaux indiquaient que le frère aîné détenu connaissait le secret des statuts, se livrait à des paroles incorrectes, participait au rituel, puis se repentait et demandait la purification. La seule différence résidait dans le degré d'application avec lequel cette échelle était retranscrite. Dans les marges, on trouvait des notes sur les douleurs, la fièvre, les pertes de conscience, et les mêmes jours, dans les mêmes villes, les chancelleries rédigeaient avec un soin particulier les inventaires des biens, liste des clés de maison, registre foncier avec les limites, registre des rentes et des lettres de créance. Ce n'est pas une théorie, ce sont des lignes parallèles sur le papier, impossibles à ne pas voir si on les met côte à côte. Là où le péché était réparti de manière à suffire pour toute la salle, il n'était pas nécessaire de répartir la chose. Elle était à portée de main, avec un cachet et des témoins. Les commissaires papaux, venus pour examiner l'affaire, ont été confrontés à ce double paysage et ont tenté de le faire parler. Dans une ville, ils exigeaient des témoins du fait, mais n'obtenaient que des personnes ayant entendu des rumeurs. Dans une autre, ils demandaient des objets et se heurtaient à un vide. Rien de blessant n'était présenté, à part des mots construits selon un modèle. Là où ils ont essayé de comparer l'écriture des aveux avec celle du signataire, ils ont découvert la main d'un scribe et non celle du détenu.
Là où ils ont demandé la liste des instruments rituels, ils n'ont vu que de nouveaux scellés sur des coffres étrangers. Ce décalage suscitait une froide irritation, même chez ceux qui comprenaient la nécessité royale. Le lien utilitaire entre un trésor vide et des biens confisqués était trop évident, et la rhétorique de la purification semblait trop commode, comme de la fumée. Dans les rapports adressés à la Curie, on notait prudemment cette incohérence. L'intensification du bruit confessionnel s'accompagne d'un transfert systématique des droits de propriété. Pendant ce temps, dans les villes habituées à compter plutôt qu'à croire sur parole, les statuts entraient en vigueur. Les panneaux de la mairie, sur lesquels étaient engravés les articles concernant les témoins, l'heure et le lieu, servaient de bouclier contre le spectacle public. Chaque fois qu'un messager venait avec la demande de nettoyer la ville de la contagion, les anciens des guildes demandaient 2 témoins adultes du fait et de l'objet, un parchemin, une clé, un livre. Si seuls des secrets verbaux et des obscénités étaient avoués, le procès se terminait sur place et était transféré à la comptabilité. Combien coûte la mise sous scellé d'une maison? Qui paie la garde? Combien perd le marché avec un étal fermé? La foule, avide de spectacles, déteste les chiffres, mais le trésor public ne peut fonctionner sans eux. Et c'est précisément dans cette zone ennuyeuse que la purification perdait de son intensité. Sur ordre du Conseil, le médecin apposait de plus en plus souvent une formule qui avait déjà été utilisée dans les affaires municipales. La description de l'état d'un adulte n'est ni une preuve, ni un indice. Cette ligne sèche, qui sentait le sparadrap et le vinaigre, privait la place du droit de fouiller dans les corps comme dans les portefeuilles. Dans le laboratoire des aveux, on expérimentait entre-temps de nouvelles méthodes de pression. Isolement, privation de sommeil, effroi, diffusion de l'exemple dans les maisons voisines. Nous enregistrons cela sans détail, comme un préjudice social infligé à des hommes adultes avec l'aval des autorités. Ce préjudice n'était pas contesté par des mots, mais par la procédure. Là où le règlement exigeait des soupçons sérieux, la torture ne pouvait être utilisée que sur décision d'un juge, et non pour la torture elle-même, mais pour la recherche d'objets. Si les objets n'étaient pas trouvés, les aveux s'effondraient comme une traverse sans mur. Ce lien aveu-objet se rompait trop souvent dans les affaires royales, et c'étaient les notaires qui signaient en même temps les inventaires des confiscations qui le voyèrent le plus clairement. Leur signature figurait sous les listes des moulins, des péages, des vignobles, des entrepôts de sel. À côté de chaque objet, une note indiquait le nouveau propriétaire. La même écriture dans les mêmes livres à la même époque. D'une certaine manière, même le langage de la place du marché allait à l'encontre de la légende. Là où les marchandes discutaient des indécences, les prix du sel, du grain et du vin étaient déjà réécrits par un nouveau scribe, car le réseau commercial de l'ordre était passé entre d'autres mains. La vie révélait rapidement l'arithmétique politique. Avant que la foule ne se mette d'accord sur les signes, les bateliers payaient déjà la taxe au sergent royal et non aux frères en cap. Avant que le copiste ait terminé la formule habituelle de repentance, le percepteur municipal recalculait les recettes de la foire, dont la moitié était encore hier inscrite dans la colonne « Contribution de l'ordre ». Ainsi, la fumée perdait de son pouvoir. Elle suffisait encore à justifier les arrestations et les premiers bûchers d'un seul jour, mais ensuite, ce n'était plus l'émotion qui fonctionnait, mais le réseau, qui tient l'entrepôt, qui collecte l'argent, qui signe les bordereaux. Cette dimension pratique n'empêche pas les croyants d'avoir leur propre raison de détester l'indépendance de l'ordre, une juridiction étrangère dans les murs de la ville, des personnes retirées des tribunaux locaux, des immunités qui irritaient les autorités. Mais même ici, le document avait plus d'effet que le sermon. Lorsque la Curie menait le procès, elle se heurtait à des vides non prouvés et était contrainte de baisser les bras. Certaines décisions devaient être reconnues par crainte politique,
d'autres devaient être adoucis, et d'autres encore devaient être justifiés afin de sauver la face. Il en résulta une série de compromis. Certains ordres religieux furent transférés à une autre institution spirituelle, d'autres à la couronne, d'autres encore à la ville, et d'autres enfin à un propriétaire privé sous le contrôle du trésor public. La destruction du réseau unifié a suffi à atténuer la gravité de la menace. Le mythe avait fait son temps, et les inventaires ont pris le relais. De l'autre côté, dans les universités et les écoles de droit, cette histoire était considérée comme une occasion de renforcer la méthode. Les enseignants établissaient un lien direct entre les scandales récents et les anciennes règles de la preuve, une confession non corroborée par des preuves matérielles et 2 témoins n'est qu'un son. L'ensemble des indices est une paresse intellectuelle dangereuse. Les examens corporels sont un chemin vers l'abîme où la honte remplace les preuves. Ces thèses, élaborées dans les amphithéâtres et transposées dans les chartes municipales, apparaissent dans les documents des décennies suivantes. De plus en plus d'articles stipulent que la torture n'est autorisée qu'en cas de soupçon sérieux et avec l'accord du tribunal. De plus en plus de rappels que le rapport d'État est un document médical et non une preuve. De plus en plus d'amendes pour diffamation présentée comme un zèle moral. Et bien que l'ombre du coup porté par le roi à l'ordre ait continué à planer longtemps, le mécanisme d'application de la honte, comme rue, a commencé à grincer. Il ne faut pas se faire une image idéalisée. Il y avait des villes où la foule obtenait ce qu'elle voulait. Des bûchers, des repentirs, des processions purificatrices, l'humiliation d'hommes adultes exposés au spectacle. Il y avait des fonctionnaires pour qui l'inventaire des biens d'autrui était devenu une carrière. Il y avait des juges qui fermaient les yeux sur les colonnes vides des preuves par crainte du trône. Ces taches ne s'effacent pas. Mais si l'on regarde la ligne et non les éclats, on voit comment la pratique elle-même a donné naissance à un contrepoids. Là où les gens du commerce et du droit ont réussi à imposer une procédure, le mythe perdait de son importance et la fumée se heurtait à un mur de planches gravées d'articles. Et c'est précisément cette expérience, celle de la manière dont la chair et la honte ont été retirées de la place publique et renvoyées dans les sphères médicales et juridiques, qui se traduira plus tard par des réformes stipulant clairement que le corps d'un adulte ne constitue pas une preuve, que la torture n'est pas un moyen d'accéder à la vérité et que le repentir sans preuve n'est pas une condamnation. Pendant ce temps, la machine royale menait à bien ce pourquoi tout avait commencé. Les actifs du réseau de l'ordre, dispersés dans les provinces, étaient rassemblés sous de nouveaux sceaux et de nouveaux noms. Les droits de pont cédaient la place à des expériences monétaires où l'on modifiait le titre et le cours afin de couvrir les dépenses de la guerre et du palais. Les obligations de dépôt s'y sont également ajoutées, dont les anciens sceaux ont été retirés et remplacés par de nouveaux, plus pratiques pour le fisc. Les livres du Trésor ont enregistré que les revenus après purification étaient devenus plus stables qu'au cours de la saison précédente, signe que l'objectif économique avait été atteint. On revenait de moins en moins souvent sur le sujet des rites indécents. L'intérêt de la foule s'était essoufflé et le débat des théologiens s'était déplacé dans les amphithéâtres. On y comparait la justesse de la décision politique avec les dommages causés au tissu juridique et le risque pour l'autorité du trône. Des injustices trop criantes ne servent pas le pouvoir à long terme. La 3e saison, après le coup décisif, a apporté un résultat important, bien que discret. La consolidation dans les statuts de normes, qui semblaient superflus il y a quelques années. Dans les nouvelles versions des chartes communales, la formule de la priorité des objets et des témoins sur l'ensemble des indices, de la nécessité d'une autorisation écrite pour les moyens sévères, de l'inadmissibilité des épreuves corporelles, publiques pour des motifs religieux, du statut du dossier médical comme document exclusivement sanitaire, a été mise en avant. Cette prose,
aussi ennuyeuse que tout ce qui est écrit pour durer, était la conséquence directe d'une affaire très médiatisée. Le système avait tiré une leçon. Lorsque la honte et le corps sont transformés en instruments juridiques, le corps cesse d'appartenir à l'individu et le processus meurt en tant que recherche de la vérité. La correction ne venait pas du moralisme, mais de la crainte de répéter un incendie administratif dans lequel la confiance dans les tribunaux et la presse s'éteint rapidement. Les commissions papales recevaient des paquets de protocoles, et plus le temps passait, plus la divergence entre les formules amères des aveux et la densité commerciale des inventaires devenait évidente. Les commissaires exigeaient les objets, le lieu, l'heure et 2 témoins du fait, mais ils recevaient les mêmes échelles de chute et de repentir écrites de la main des scribes. Les statuts municipaux poussaient le processus vers les objets. Clés, sceaux, loyers, droits de pont, registres d'entrepôt. Là où l'on exigeait la purification du corps, le Conseil se référait à l'article interdisant les épreuves humiliantes et à la réserve des médecins. La description de l'état d'un adulte n'est pas une preuve. La foule s'agitait, mais le marché ramenait la conversation sur les tarifs du sel, la rémunération des gardes et les frais fixes liés au sellage. Sur cette table froide, le mythe perdait de son soutien. Pendant ce temps, le Trésor, ayant reçu les actifs, réorganisait les flux financiers. Les billets à ordre étaient réécrits, les frais se stabilisaient et la rhétorique de la cause sacrée s'estompait comme la suie sur une lampe. Le papier redressait le cours de l'histoire. Une reconnaissance sans objet est un son, un objet sans témoin est un risque, et une confiscation sans loi est une victoire éphémère avec une longue ombre. La conclusion, c'est composé de corrections prudentes. Les conférences universitaires et les rédactions municipales des statuts ont confirmé la priorité des preuves matérielles et des témoins sur l'ensemble des indices, ont limité l'admission des moyens coercitifs à une décision de justice et ont aboli les examens corporels publics comme preuve fallacieuse. Dans les chancelleries, cela semblait sec. Un dossier médical est un document de soins et non une clepsydre de culpabilité, une confession non confirmée par des objets, et le temps n'est que de l'encre. Ainsi, le bruit autour des rites secrets s'est réduit à une simple note, et les gros livres ont conservé l'essentiel. Les inventaires des maisons, des ponts, des moulins, des rentes, et les nouveaux noms des propriétaires. Le sort des personnes concernées est également clair. Les hommes adultes, brisés par la pression, ont rarement obtenu une réhabilitation tardive, mais les villes ont appris le prix de la procédure et ont caché les corps de la place publique. Le mythe de la purification sacrée est resté une vitrine, le document a révélé le mécanisme, une opération fiscale et politique après laquelle le droit à la chose est devenu plus lourd que le cri et le sceau plus important que la fumée.